Le maître de la terre de Robert Hugh Benson, suite. En effet, la situation était infiniment sérieuse. Cet énorme empire d'Orient, consistant en une fédération de nombreux États, sous le pouvoir du Fils du ciel, rendu plus solide encore par la fusion récente des dynasties japonaises et chinoises, n'avait point cessé de consolider ses forces et de prendre conscience de son pouvoir durant les 35 années dernières. Depuis le jour surtout où il avait mis ses maigres mains jaunes sur l'Australie et l'Inde. Et pendant que le reste du monde apprenait à se pénétrer de l'inanité de la guerre, les races d'Orient n'avaient pensé qu'à la guerre. On pouvait s'attendre maintenant à voir toutes les civilisations des siècles passés replonger une fois de plus dans le chaos. Pour Olivier, cette perspective d'avenir était littéralement affolante. Tandis qu'il regardait par sa fenêtre et voyait s'étaler paisiblement devant lui l'immensité de Londres, tandis que son imagination parcourait l'Europe, et partout y découvrait la même victoire définitive du sens commun et du fait sur les fables insensées du christianisme, la pensée lui semblait intolérable de la simple possibilité que tout cela fût de nouveau balayé, remplacé par le tourbillon barbare des sectes et des dogmes. Car tel était le résultat certain d'une intervention de l'Orient en Europe. Le catholicisme lui-même revivrait, se disait Olivier, cette religion singulière qui avait brillé d'un nouvel éclat autant de fois que la persécution avait été sur le point de l'éteindre. Et entre toutes les formes de religion, le catholicisme était aux yeux d'Olivier la plus grotesque et la plus avilissante. Très loyalement, il s'effrayait de cette perspective bien plus encore que de l'effusion de sang qui inonderait l'Europe si l'Empire d'Orient réalisait son projet. Comme il l'avait dit 20 fois à Mabel, il ne gardait qu'un espoir au point de vue religieux, c'était que le panthéisme quiétiste, qui pendant tout le XXe siècle avait fait des pas de géant, aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest, parvint un jour à réfréner la frénésie mystique qui animait les fraternités orientales. Aussi bien le panthéisme était-il sa propre foi. Pour lui, Dieu était la somme toujours en développement de la vie créée, et l'union personnelle de chaque individu formait un élément de cet être divin. D'où il concluait que les rivalités individuelles étaient la plus grande des hérésies et le plus grand obstacle à tout progrès. Celui-ci ne pouvant résulter que de la fusion des individus dans la famille, de la famille dans l'État et des États particuliers dans le grand État universel. Et cependant, Olivier et sa femme, ils s'étaient soumis à ce contrat à terme qui était désormais le seul mariage reconnu par l'État. Ces deux jeunes gens étaient bien éloignés de l'épaisse sottise qui constituait le lot ordinaire des matérialistes purs. Le monde pour eux vibrait d'une vie d'ensemble très ardente, qui s'épanouissait dans la fleur, dans l'animal et dans l'homme. Le roman et la poésie de ce monde, pour être compréhensibles, ne leur en paraissaient pas moins admirables. Et d'ailleurs ce monde n'était point sans comporter des mystères qui séduisaient plutôt qu'ils ne déconcertaient, car il déployait des beautés nouvelles à chacune des découvertes que faisaient les hommes. Mais l'unique condition de l'édification et du progrès de la Jérusalem nouvelle sur la planète qui se trouvait être la résidence de l'homme, c'était la paix, et non cette épée que le Christ autrefois s'était vanté d'apporter. C'était une paix qui jaillissait de la raison au lieu de la dépasser, une paix fondée sur la notion que l'homme était tout et ne pouvait se développer que par son union avec les autres hommes. Si bien que, à Olivier et à sa femme, le XXe siècle apparaissait comme une véritable révélation. Peu à peu, les superstitions anciennes étaient mortes,
et une lumière nouvelle s'était répandue. L'esprit du monde s'était élevé, le soleil avait illuminé l'humanité, et maintenant ils éprouvaient un mélange d'horreur et d'effroi à voir les nuées se rassembler du côté de cet Orient où toujours toute superstition avait eu son berceau. Mabel se leva et mit sa main sur l'épaule de son mari. « Mon bien-aimé, lui dit-elle, il ne faut pas que tu te laisses abattre. Cet orage peut passer comme les précédents. Et, n'est-ce pas, c'est déjà beaucoup que l'Orient consente à écouter les Américains. Et puis tu dis toi-même que ce monsieur Felsenburgh semble être du bon parti. » Sans lui répondre, Olivier lui prit la main et la baisa tendrement.